Je m'appelle Stéphanie Poulidor, je viens de Limoges et je suis une des victimes de l'accident de Brétigny-sur-Orge qui a eu lieu le 12 juillet 2013. Je rentrais chez moi après ma semaine de travail, parce que je travaille sur Paris, je suis militaire actuellement, et je rentrais passer mon week-end en famille et le train a déraillé. On ne sait pas ce qui se passe et donc les gens se sont mis à crier, tout le monde on fait pareil. Il y avait une espèce de fumée autour de nous. Je me suis retrouvée au-dessous des quais. Ma partie de train, moi, elle était au-dessous des quais. Donc du coup, des gens se sont précipités. Ils nous ont dit surtout de ne pas descendre. Mais c'était pas c'était pas ce que je voulais faire déjà. Déjà ouvrir, voir si ça fonctionnait, parce que qu'on reste pas à l'intérieur bloqué. Je me rappelle qu'il y avait une femme enceinte dans la voiture. Et elle commençait à paniquer. Je sais pas combien de temps on est resté dans le train. Je sais pas si c'est 5, 10, 20 minutes, je sais pas. J'ai pas le souvenir. J'ai eu l'impression que ça a duré longtemps et à la fois pas longtemps. J'ai eu une entorse cervicale lors de l'accident et en évacuant, une entorse à la cheville. J'ai vu la voiture 3, celle qu'on appelle au niveau SNCF 3, éventrée, couchée sur le quai. Il y avait des blessés, les pompiers étaient déjà là. Je me rappelle d'un monsieur qui sortait en boitillant de la voiture couché, puisque la 4 elle était couchée au sol. Il était aidé par un agent de la SNCF. Et on s'est mis toutes les deux à l'aider, parce qu'il voulait absolument partir avec son bagage. Il n'avait plus qu'une chaussure au pied d'ailleurs. Puis après les pompiers, on commence à intervenir. Je me rappelle le jeune qui avait la fracture ouverte du tibia. Il voulait nettoyer. Donc il a demandé de l'eau, du désinfectant, mouchoir, donc on lui a donné, mais on lui a dit surtout de ne pas toucher l'eau qui sortait. Sur le coup, il y a l'état de choc, et il reste longtemps. Donc là, on est vraiment... On sent plus la douleur. On sent rien en fin de compte. Il n'y a rien. On est comme si elle était anesthésiée. J'ai atterri, on va dire, à Gare de Lyon par les bus, affrétés par la SNCF. Donc on a été mis dans un grand salon privé, à l'étage. Une grande pièce, avec des associations de victimes. Il y avait la Croix-Rouge. Les pompiers qui étaient en bas, au cas où. Et des gens de la SNCF. Ils nous ont sondés aussi, savoir si on était quand même suffisamment bien pour nous laisser partir. Donc moi je dis que ça allait, donc je suis partie. J'ai pris le métro à Gare de Lyon. Je sais pas comment j'ai fait. J'étais totalement sous le choc encore et j'ai réussi à prendre la une, mais ça allait pas bien du tout. Plus ça avançait, plus je marquais les arrêts, plus j'allais pas bien. Et arrivé à Porte de Vincennes, et j'ai craqué. J'étais en pleurs, j'ai appelé la copine et elle est venue me chercher en voiture. Parce que j'étais incapable de remonter... de reprendre un transport sur rail. J'étais encore trop choquée, trop. Les 2 premières nuits, c'était quasiment nuit blanche. J'ai vu toutes les heures passer. Le lendemain, on a été voir le feu d'artifice et c'est le premier feu d'artifice où j'étais pas bien. L'odeur de fumée, de choses qui ont brûlé, parce que le rail, vu qu'il faisait chaud quand on a déraillé, il y avait l'odeur aussi, cette odeur un peu de brûlé. C'est la première fois que j'ai eu peur d'un feu d'artifice. Et lundi matin, j'ai été consulter le médecin pour avoir des médicaments pour dormir, pour les douleurs, parce que les douleurs commençaient sérieusement à se réveiller et être assez intenses. Donc j'étais mis sous traitement, également avec une Minerve, mais au bout de 24 heures, parce que malgré les médicaments, je tenais plus la douleur. Il a fallu faire des papiers administratifs puisque c'est un accident de travail pour moi. Si c'est lié à un accident de travail, il y a encore 2 fois plus de papiers à remplir. Le médecin ne voulait pas m'arrêter. Il ne voulait pas que je déprime. En étant toute seule en chambre toute la journée. Pour lui, c'était essentiel. Il m'a dit, en chambre, vous allez vous tourner en rond, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, il n'y a pas de train. Vous serez au moins entouré. Là, vous allez faire quoi? Regarder la télé toute la journée, regarder les infos en boucle. C'était ça. C'est pas plus ma qu'au boulot, je m'occupais. À la fin de la semaine, le trafic reprenait pas totalement, mais reprenait partiellement. Donc, du coup, le vendredi, moi, j'avais demandé à partir plus tôt. J'étais pas capable de repartir une semaine, jour pour jour, après l'accident, au même horaire, dans le même train. Donc, dans le même train, avec le même numéro, je veux dire. Donc, et arrivé à la gare, les gens me regardaient de travers. J'avais la Minerve, le sac chargé. Faut dire, je pense que j'étais aussi assez livide. Je devais pas emmener large, je pense, dans la gare. Et après, quand je suis rentrée chez moi le lundi, la première chose que j'étais faire, c'était porter plainte.
Et là, je suis restée, je crois, plusieurs heures au commissariat. Et je ne savais pas si c'était eux qui devaient prendre la plainte, vu l'accident. Donc il a fallu tout raconter. Ça a été dur. Et on ne sait pas ce qu'il faut faire, on n'a pas... Voilà. Sur le coup, la première chose, oui, c'est eux les responsables, donc c'est à eux de... Et après, au commissariat, m'a bien expliqué, il faut faire également, au niveau se porter partie civile. Donc c'est ce que j'ai fait en même temps. Dans la foulée, j'ai fait mon courrier auprès, voilà, pour être partie civile. Faut comprendre. D'où, qui a fait la faute, s'il y a eu faute, qui a fait la faute. Pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi le train, il n'est pas arrivé au terminus. Et pour aussi, avec le recul, on se dit aussi après, pour éviter que ça arrive à d'autres. Après, faut pas le faire pour une question d'argent, c'est plutôt une reconnaissance complète du traumatisme, pour derrière avoir une meilleure prise en charge, parce que les séquelles, on les a encore 10 ans après. Elles peuvent être encore 10 ans après, quand c'est pas pris en charge de suite, que c'est pas reconnu, il y a peu de chances que derrière, on puisse les faire reconnaître. Donc, faut taper du poing sur la table et dire, voilà, non. Après, en même temps, j'avais tellement mal à force que je suis allée voir mon médecin en hôpital militaire. Et c'est là qui a diagnostiqué le syndrome de stress post-traumatique. C'est pas le psychiatre expert que j'ai vu. Pour lui, il n'y en avait pas puisque j'avais pas de pensée de mort. C'était écrit textuellement dans le compte-rendu. Donc, ça les a bien fait rire à l'hôpital. Suite à l'accident, je suis invalide à 30% au niveau psychologique. J'étais hospitalisée 1 mois et demi à peine après avoir vu le médecin militaire à l'hôpital. Il fallait trouver un créneau rapide pour une prise en charge psychologique et physique. Donc j'ai pas été hospitalisée en milieu psychiatrique, mais en milieu de médecine physique et de réadaptation, avec un suivi psychologique. J'ai mis très longtemps à pouvoir relire, à lire dans le train, à regarder. J'ai mis 2 ans, je crois à peu près. Il y a des moments où je m'accrochais, où certains phénomènes dans le train, un arrêt brutal, je m'accrochais au siège. J'avais peur. J'ai été consulter une neurologue également pour tout ce qui était le sommeil. Parce que j'avais pas déjà un bon sommeil, mais alors là, le sommeil a été... l'endormissement était beaucoup plus long. Donc j'ai eu différents traitements pour essayer de m'endormir. 10 ans que je souffrais. Et c'est psychologique en fin de compte. Mes douleurs sont dues au psychologique. Parce que je l'ai vu pendant les confinements, je n'ai pas eu mal au cervical pendant pratiquement 3 mois. Je sais que c'était lié au train. Le fait que je sais que j'allais remonter, j'avais mal. Ça se réinstalle. Et j'ai pas le contrôle dessus. On n'a pas le contrôle sur le psychologique. Donc on a beau se dire, il va rien nous arriver, ça va bien se passer, non. Le cerveau, il a gardé ancré en mémoire, après on fait des crises d'angoisse de temps en temps, mais bon, c'est rare. C'est une bataille, on va dire. Il y a des séquelles, il y a des blessures, comme dans chaque bataille, et puis il y a des blessés, il y a des morts, donc du coup, il faut continuer. Je pense que la vie, elle est comme ça. Donc c'est pour ça, entre autres, que j'ai fait tatouer Si vis pacem para bellum. C'est toujours un mantra qui m'a accompagné. Donc, si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Si on chope un cancer, il faut être prêt à se battre. Si on a un accident, il faut être prêt à se battre. Et en parler facilement. Pas non plus à tout bout de champ, mais il faut pouvoir en parler facilement. Pas rester sur soi, à se renfermer parce que ça mange de l'intérieur. On l'a vu au procès, il y en a, ils sont rongés de l'intérieur. Donc ça les a détruits. Écouter d'autres victimes, leur en parler, et je pense, voilà. Il y a la compréhension sans le jugement. Il faut plus un soutien des personnes, de la famille, de l'entourage, qu'une compréhension. C'est plus soutenir. Quand ça va pas, être là. Puis quand ça va, voilà. Être là aussi. Être là aussi, oui. S'il y a besoin d'aller pleurer sur une épaule, voilà. Mais après, je pense que la compréhension vient de parler avec des personnes qui sont passées par là, soit dans le même accident ou dans un même type d'accident collectif. On n'est pas obligé d'en parler avec quelqu'un qui a eu un accident de train, ou ça peut être également avec quelqu'un qui a eu victime d'un accident d'avion, d'un accident maritime, un bateau qui coule, voilà. Je pense qu'on n'a pas eu le même accident, mais on a vécu une situation similaire.